Bienvenue sur le programme d'éducation vidéo sur l'oxymétrie de pouls réalisé sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a récemment publié des recommandations pour améliorer la sécurité des actes chirurgicaux dans le monde. L'amélioration de la sécurité anesthésique fait partie intégrante de ce programme. Dans beaucoup de pays, la surveillance de l'anesthésie par oxymétrie de pouls est obligatoire. Le but de l'OMS est de rendre cette technologie disponible en routine dans tous les pays du monde pour la pratique de l'anesthésie. Bien que l'oxymétrie de pouls soit une technologie simple et fiable pour détecter une diminution du taux d'oxygène dans le sang, ces appareils ne sont efficaces que si les personnes en charge de l'anesthésie ont compris leur fonctionnement et savent ce qu'il faut mettre en route lorsque survient une désaturation, c'est-à-dire une diminution du taux d'oxygène sanguin. Cette vidéo a pour objet d'expliquer le fonctionnement des oxymètres de pouls et de montrer comment les utiliser correctement. Cette vidéo contient les informations essentielles que doivent connaître toutes les personnes réalisant des anesthésies et elle sera utile à tous les membres de l'équipe opératoire. Physiologie du transport de l'oxygène. Cette section couvre 3 concepts clés. 1. Comment est assuré le transport de l'oxygène de l'air au tissu? 2. Quelle est la saturation normale en oxygène du sang? 3. En quoi consiste la préoxygénation? Le transport de l'oxygène. L'oxygène est indispensable à la vie. Bien que tous les organes aient besoin d'oxygène, l'apport d'oxygène est critique pour le cerveau et le cœur, organes très sensibles à toute diminution de l'apport en oxygène. La diminution du taux d'oxygène au niveau tissulaire conduit à une hypoxie au niveau des organes. Une hypoxie se prolongeant au-delà de quelques minutes peut être fatale. Le risque d'hypoxie lors d'une anesthésie générale est important. L'hypoxie peut survenir dans les cas suivants. Obstruction des voies aériennes, diminution de la ventilation, saignement, trouble du rythme cardiaque, dysfonction de l'équipement anesthésique. Lors de la survenue de l'une de ces situations, l'apport d'oxygène au tissu peut être altéré, conduisant à une hypoxie. Si celle-ci n'est pas traitée correctement, il peut en résulter une atteinte sévère ou la mort du patient. L'oxygène est transporté dans le sang grâce à une protéine, l'hémoglobine, contenue dans les globules rouges. L'oxygène pénètre dans les poumons lors de la respiration, puis se combine à l'hémoglobine contenue dans les globules rouges des vaisseaux pulmonaires. Le cœur assure la circulation du sang qui permet l'apport d'oxygène aux différents organes et tissus. L'apport d'oxygène aux tissus et organes nécessite les conditions suivantes. L'oxygène doit être inhalé à partir de l'air ou du circuit d'anesthésie et parvenir aux poumons. L'oxygène doit être transporté de l'air contenu dans les alvéoles pulmonaires jusqu'au sang. Le sang doit contenir suffisamment d'hémoglobine pour assurer le transport de l'oxygène aux tissus. Le cœur doit être capable de faire circuler suffisamment de sang pour apporter aux tissus la quantité d'oxygène dont ils ont besoin. Le patient doit avoir une masse sanguine suffisante pour que le sang irrigue tous les tissus. Chaque gramme d'hémoglobine peut fixer 1,34 ml d'oxygène. Chez un patient ayant un taux d'hémoglobine normal de 15 grammes par décilitre, 100 ml de sang transporte environ 20 ml d'oxygène combiné à l'hémoglobine. En plus, une petite quantité d'oxygène est dissoute dans le sang. La situation normale. Une molécule d'hémoglobine peut transporter jusqu'à 4 molécules d'oxygène. Lorsque les 4 sites de liaison sont occupés, la molécule d'oxygène est dite saturée en oxygène. La mesure de la saturation des molécules d'hémoglobine contenues dans le sang artériel s'appelle la saturation artérielle en oxygène ou SaO2. Si toutes les molécules d'hémoglobine sont saturées, la SaO2 est égale à 100%.
La plupart de l'hémoglobine présente dans le sang se combine à l'oxygène lorsqu'il traverse les poumons. Un individu normal en bonne santé respirant l'air ambiant au niveau de la mer a une saturation artérielle en oxygène comprise entre 95% et 100%. Le sang provenant des tissus circule dans les veines et contient moins d'oxygène que le sang artériel. Normalement, la saturation veineuse en oxygène est de l'ordre de 75%. Lors de l'anesthésie générale, si la saturation en oxygène est inférieure à 90%, le patient doit être considéré comme hypoxique et doit être traité immédiatement. Le sang artériel et le sang veineux ont une couleur différente en raison de la différence de saturation de l'hémoglobine. Comme la saturation en oxygène du sang artériel est plus élevée que celle du sang veineux, le sang artériel a une couleur plus rouge et plus brillante que le sang veineux. Lors d'une diminution de la saturation artérielle en oxygène, le sang artériel devient rouge foncé. Quand la saturation artérielle en oxygène est normale, la langue et les lèvres sont roses. Quand la saturation artérielle en oxygène est basse, la langue et les lèvres deviennent bleues. On appelle ce phénomène la cyanose. Il est souvent difficile de détecter la cyanose cliniquement, en particulier chez les patients ayant une peau foncée, car elle ne devient souvent évidente que trop tardivement, lorsque la saturation artérielle en oxygène est inférieure à 90%. Ceci est encore plus vrai chez les patients anémiques qui ne présentent pas de cyanose, même lorsque la saturation artérielle en oxygène est très basse. La préoxygénation. Chez l'adulte, le cœur fait circuler en moyenne 5000 ml de sang vers les tissus. Ceci permet d'apporter 1000 ml d'oxygène aux tissus par minute. Les cellules des tissus extraient l'oxygène du sang pour leur métabolisme, ce qui représente environ 250 ml par minute. Ceci signifie qu'en l'absence d'échange gazeux au niveau du poumon, l'oxygène présent dans le sang aura disparu en environ 3 minutes. C'est pour cette raison que les personnes réalisant une anesthésie font inhaler à leurs patients 100% d'oxygène pendant plusieurs minutes avant le début de l'induction de l'anesthésie. Cette technique, appelée préoxygénation, permet de créer un réservoir d'oxygène pulmonaire et peut permettre d'éviter l'hypoxie en cas de retard à l'administration d'oxygène en augmentant le délai de survenue de l'hypoxie. L'oxymètre de pouls. Il y a plusieurs modèles d'oxymètre de pouls disponibles sur le marché qui diffèrent par leur aspect et leur taille. Cependant, ils ont tous la même fonction décrite plus loin. Cette partie va décrire 3 concepts clés communs à tous les oxymètres. 1. Que mesure l'oxymètre? 2. Quelles sont les différentes parties d'un oxymètre? 3. Comment utiliser l'oxymètre? Fonction de l'oxymètre. L'oxymètre mesure 2 valeurs numériques, la saturation en oxygène du sang artériel et la fréquence cardiaque. La valeur affichée de la saturation en oxygène s'accompagne d'un signal sonore audible dont la tonalité dépend de la saturation en oxygène. Un assourdissement de la tonalité indique une diminution de la saturation en oxygène. Comme l'oxymètre mesure la saturation en oxygène périphérique au niveau des doigts, des orteils ou des oreilles, le résultat affiché est connu sous le terme de saturation périphérique en oxygène, ou SpO2. La fréquence cardiaque est affichée en battements par minute, moyennée sur 5 à 20 secondes. Certains oxymètres affichent la courbe de longue de pouls, qui permet de contrôler la qualité du signal. Ceci indique la qualité de la perfusion tissulaire. Le signal diminue lorsque la perfusion tissulaire devient inadéquate. À retenir, un oxymètre de pouls permet une détection précoce des complications. L'oxymètre de pouls mesure en continu la saturation de l'hémoglobine en oxygène du sang artériel. Il permet de détecter une hypoxie bien plus tôt que l'apparition des signes cliniques d'hypoxie,
que peut détecter l'anesthésiste, telles que la cyanose. Cette capacité de l'oxymètre à donner l'alerte rapidement et précocement en fait un appareil indispensable pour la sécurité anesthésique. Le moniteur et le capteur. Un oxymètre de pouls est composé d'un moniteur équipé de batterie et d'un capteur qui détecte l'onde de pouls. Le moniteur de l'oxymètre. Le moniteur comporte le microprocesseur et un affichage. L'affichage montre la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque et l'onde de pouls détectée par le capteur. Le moniteur est connecté au patient par l'intermédiaire du capteur. Pendant son utilisation, le moniteur met régulièrement à jour ses calculs et donne une lecture immédiate de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque. L'onde de pouls affichée en continu donne des informations sur le débit sanguin. La tonalité du signal audio change avec la saturation en oxygène et constitue un élément de sécurité important. La tonalité aiguë de l'oxymètre s'assourdit en cas de désaturation et redevient aiguë lorsque la saturation remonte. Ceci permet à l'anesthésiste d'entendre immédiatement les changements de la saturation en oxygène sans avoir à regarder en permanence le moniteur. Le moniteur est fragile, il est sensible aux manipulations brutales, à une chaleur excessive et à l'exposition aux agents liquides. Sa surface doit être nettoyée avec un chiffon humide. Quand il n'est pas en fonction, il doit être branché sur le secteur pour recharger les batteries. Le capteur de l'oxymètre. Le capteur de l'oxymètre comporte deux éléments, une diode émettrice et une diode réceptrice, aussi appelée photodétecteur. Le rayon lumineux émis par la diode émettrice traverse les tissus et est reçu par le photodétecteur. La lumière est absorbée par les tissus et par le sang. La quantité de lumière absorbée par le sang dépend de la saturation en oxygène. Le photodétecteur détecte la lumière transmise par les pulsations sanguines à travers les tissus et, à l'aide de cette information, le microprocesseur calcule la valeur de la saturation en oxygène appelée SpO2. Pour que l'oxymètre fonctionne, le capteur doit être placé dans un endroit où l'onde de pouls peut être détectée. La diode émettrice doit être placée en face de la diode réceptrice pour que le photodétecteur puisse lire correctement la quantité de lumière traversant les tissus. Quand l'oxymètre de pouls est allumé, le capteur doit émettre une lumière rouge clairement visible. Il existe des capteurs au doigt, à l'orteil ou à l'oreille. Il existe plusieurs modèles. Les capteurs type pince sont les plus courants, mais ils sont endommagés facilement. Les capteurs adhésifs sont moins fragiles, mais l'adhésif peut diminuer le débit sanguin local lorsqu'il est trop serré autour du doigt. Les capteurs d'oreille sont très légers et sont utiles chez les enfants et chez les patients ayant une mauvaise perfusion périphérique. Des capteurs plus petits ont été fabriqués pour la pédiatrie, mais les pinces adultes s'adaptent souvent sur le pouce ou le gros orteil des enfants. Pour les pinces à doigts ou à orteil, l'orientation du capteur sur le lit de l'ongle est indiquée sur le capteur par le fabricant. Le capteur est la partie la plus délicate de l'oxymètre qui peut être facilement endommagée. Il est important de le manipuler avec précaution. La connexion entre le capteur et le moniteur comporte plusieurs broches fines qui peuvent être facilement endommagées. Il est essentiel de bien aligner les deux morceaux du câble avant d'essayer de les raccorder. De la même façon, il est essentiel de ne pas tirer directement sur le câble relié au moniteur pour désolidariser le capteur de l'appareil. Il est donc important de garder les deux parties du câble solidaires lorsqu'on veut débrancher le capteur du moniteur. Quand il n'est pas en fonction, le câble de l'oxymètre doit être enroulé de façon lâche pour permettre le rangement ou le transport, mais pas de façon trop serrée qui pourrait compromettre l'intégrité du circuit interne du câble. L'écran et le capteur doivent être décontaminés et nettoyés après usage.
On peut utiliser pour cela de l'eau savonneuse et une éponge imprégnée d'alcool pour enlever doucement la poussière ou les dépôts de sang sur le capteur. À retenir, pour donner une mesure correcte, le capteur doit émettre une lumière rouge et doit être positionné correctement pour détecter l'onde sanguine pulsatile. Utilisation pratique de l'oxymètre. Allumez l'oxymètre de pouls. Il va se calibrer et se vérifier tout seul. Choisir la taille de capteur adaptée au patient et à la situation. Vérifier que le site d'application est propre. Si besoin, enlevez le vernis à ongles. Connectez le capteur à l'oxymètre. Positionnez soigneusement le capteur. Vérifiez qu'il est bien ajusté, ni trop lâche, ni trop serré. Évitez de placer le capteur sur le bras où est placé le brassard à tension. Attendre quelques secondes que l'oxymètre détecte le pouls et calcule la saturation. Regardez le signal de la courbe de l'onde de pouls afin de vérifier que la machine a bien détecté l'onde de pouls. Sans visualisation de l'onde de pouls, les chiffres affichés ne veulent rien dire. Lorsque l'appareil a détecté l'onde de pouls, la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque vont s'afficher. Ajustez le volume du son à un niveau confortable. Ne jamais couper le son. Vérifiez toujours que les alarmes sont en fonction. Comme tous les appareils, les oxymètres peuvent de temps en temps donner des valeurs fausses. En cas de doute, fiez-vous à votre jugement clinique plutôt qu'à l'appareil. À retenir, l'oxymètre de pouls peut être testé en mettant le capteur sur votre propre doigt. Si vous n'obtenez pas de signal après avoir placé le capteur, vérifiez les points suivants. Le capteur est-il fonctionnel et correctement placé? Vérifiez que le capteur émette une lumière rouge et essayez de déplacer le capteur. Le patient a-t-il un bon état circulatoire? Vérifiez l'absence de bas débit en cas d'hémorragie, d'atteinte cardiaque ou d'état de choc septique. Si la pression artérielle est basse, il faut immédiatement réanimer le patient. La qualité du signal va s'améliorer en parallèle avec la situation clinique du patient. Vérifiez la température du patient. Si le site de placement du capteur est froid, massez-le doucement, ce qui peut restaurer le signal. Les alarmes de l'oxymètre. Les alarmes doivent alerter les anesthésistes en cas de problème clinique. Les alarmes sont de 4 types. Désaturation nécessitant des mesures d'urgence indiquées par le SpO2 égal ou inférieur à 90%, indiquant une hypoxie. Chez les patients en bonne santé sous anesthésie, la SpO2 doit être au moins égale à 95%. Si la SpO2 est à 94% ou moins, l'état du patient doit être évalué rapidement et la cause de cette désaturation doit être rapidement identifiée et traitée. Si la SpO2 est à 90% ou moins, la saturation est urgente et le patient doit être traité d'urgence. Le pouls n'est pas détecté. Alarme sur la perte du signal de pouls. Cette alarme sonne si le capteur se déplace. Cependant, cette alarme peut aussi indiquer une baisse de pression artérielle, une hémorragie ou un arrêt cardiaque. Vérifiez le capteur rapidement et évaluez le patient. Fréquence cardiaque basse. Alarme de diminution de fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque élevée. Alarme d'augmentation de fréquence cardiaque. L'alarme de fréquence cardiaque permet d'alerter l'anesthésiste d'une augmentation ou diminution de la fréquence cardiaque. Comme les enfants ont une fréquence cardiaque plus élevée que les adultes, mais une saturation en oxygène identique, l'alarme de fréquence cardiaque peut sonner chez les enfants si les limites d'alarme n'ont pas été modifiées. L'alarme de fréquence cardiaque élevée peut être déclenchée par une anesthésie trop légère, une analgésie insuffisante, l'atropine, la kétamine, l'hypovolémie, la fièvre
ou des troubles du rythme. L'alarme de fréquence cardiaque basse peut être déclenchée par une diminution de fréquence cardiaque secondaire à un réflexe vagal, une anesthésie profonde ou une hypoxie sévère. Les athlètes entraînés et les patients sous bêta-bloquants ont également une fréquence cardiaque basse. Limite d'utilisation. Plusieurs facteurs peuvent interférer avec la détection du pouls par l'oxymètre. La lumière. Une lumière brillante, comme celle d'un ciel-lithique ou le soleil, dirigée vers l'oxymètre, peut affecter la lecture. Pour éviter ceci, protégez le capteur de la source lumineuse. Les frissons. Les mouvements au niveau du capteur peuvent empêcher la détection du signal de pouls. Pour résoudre le problème, enlevez le capteur et replacez-le sur un site où il y a moins de mouvement. Amplitude de l'onde de pouls. L'oxymètre ne peut détecter qu'une onde pulsatile. Quand la pression artérielle est basse, en raison d'un choc hypovolémique, d'un bas débit cardiaque ou de troubles du rythme, le pouls peut être trop faible pour que l'oxymètre puisse détecter le signal. La restauration d'une circulation efficace corrigera le problème. La vasoconstriction diminue le débit sanguin périphérique. L'oxymètre ne peut détecter le signal si la vasoconstriction est trop importante. Une intoxication au monoxyde de carbone peut donner une saturation faussement élevée. Le monoxyde de carbone se fixe sur l'hémoglobine et déplace l'oxygène pour former un composé rouge brillant, la carboxyhémoglobine. Cette situation peut se rencontrer au décours d'une inhalation de fumée. L'anémie. Les oxymètres de pouls fonctionnent normalement chez les patients anémiques qui ont une diminution de leur nombre de globules rouges. Chez un patient très anémique, la saturation en oxygène peut être normale, 95 à 100%, mais il n'y a plus suffisamment d'hémoglobine pour transporter l'oxygène vers les tissus. Lors de l'anesthésie, ces patients doivent recevoir 100% d'oxygène pour améliorer l'apport d'oxygène aux tissus. À retenir, le bas débit sanguin dû à une perte sanguine est la cause la plus fréquente de diminution du signal d'oxymétrie lors de l'anesthésie. Il faut aussi penser à l'hypothermie. Cause d'hypoxie pendant l'anesthésie. Il y a de nombreuses causes d'hypoxie lors de l'anesthésie. Voies aériennes. L'obstruction des voies aériennes empêche l'oxygène d'atteindre les poumons. La sonde d'intubation peut être mal placée, en particulier dans l'œsophage. Des vomissements inhalés peuvent obstruer les voies aériennes. Respiration. Une ventilation insuffisante empêche l'oxygène d'atteindre les poumons. Un bronchospasme sévère ne permet pas l'arrivée d'une quantité d'oxygène suffisante pour permettre les échanges gazeux. La ventilation peut être compromise par un niveau de rachianesthésie trop élevé. Circulation. Une diminution du débit sanguin compromet l'arrivée d'oxygène aux tissus. Les étiologies fréquentes sont l'hémorragie, les troubles du rythme et l'insuffisance cardiaque. Médicaments. Une anesthésie profonde diminue la ventilation et la circulation. La plupart des agents anesthésiques induisent une diminution de pression artérielle. Les curares paralysent les muscles respiratoires. Une réaction anaphylactique peut entraîner un bronchospasme et diminuer la fonction pompe du cœur. Équipement. Les problèmes liés à l'équipement comprennent la déconnexion ou l'obstruction du circuit de ventilation. Les problèmes liés à l'approvisionnement en oxygène. Les bouteilles d'oxygène peuvent être vides et les extracteurs d'oxygène peuvent être défectueux. Problèmes liés à l'appareil, que ce soit un défaut de batterie ou un défaut de capteur. À retenir, lorsque survient une hypoxie, il est essentiel de savoir si le problème est lié au patient ou à l'appareil de monitorage. En cas de problème avec le monitorage, il faut d'abord vérifier rapidement que le patient va bien et, si c'est le cas, vérifier ensuite l'équipement. Que faire en cas d'hypoxie?
Lors de l'anesthésie, toute diminution de la saturation en oxygène doit être traitée immédiatement et de façon appropriée. Le patient peut devenir hypoxique à tout moment de l'anesthésie lors de l'induction, de l'entretien ou du réveil. Si la saturation en oxygène est inférieure à 95%, il faut administrer 100% d'oxygène, ventiler le patient à la main et corriger la cause de l'hypoxie. Par exemple, si les voies aériennes ne sont pas perméables et si l'oxygène ne peut parvenir aux poumons, il faut restaurer la perméabilité des voies aériennes. Chaque fois qu'il existe une désaturation, il faut administrer un débit d'oxygène élevé et considérer les étapes de la réanimation suivant l'acronyme anglais ABCDE. A. Voie aérienne. B. Ventilation. C. Circulation. D. Médicaments. E. Équipement. En particulier, il est essentiel de considérer les points suivants. A. Les voies aériennes sont-elles perméables? Le patient respire-t-il calmement, sans signe d'obstruction? Existe-t-il des signes de laryngospasme? Un laryngospasme incomplet se traduit par des bruits inspiratoires aigus. En cas de laryngospasme sévère, il n'y a pas de bruit, l'air ne peut passer entre les cordes vocales. Y a-t-il des vomissements ou du sang dans la cavité buccale ou dans les bronches? La sonde d'intubation est-elle en place? L'obstruction des voies aériennes est la cause la plus fréquente d'hypoxie pendant l'anesthésie. Le diagnostic est clinique et le traitement doit être immédiat. L'intubation ésophagienne non détectée est une des causes de mortalité et morbidité majeure lors de l'anesthésie. Chez un patient intubé qui allait bien avant l'intubation et qui devient hypoxique après, il faut éliminer le déplacement de la sonde, une coudure ou l'obstruction par des sécrétions. Il faut vérifier la sonde d'intubation et l'enlever au moindre doute. S'il y a un problème de perméabilité des voies aériennes, vérifiez l'absence d'obstruction. Si le patient respire au travers d'un masque facial, réalisez une traction du menton et luxez la mâchoire. Puis considérez l'intérêt de mettre en place une canule oropharyngée ou nasopharyngée. Vérifiez l'absence de laryngospasme et le traitez s'il existe. Vérifiez le masque laryngé ou la sonde d'intubation. En cas de doute sur la bonne position, les enlevez et utilisez un masque facial. Aspirez les sécrétions des voies aériennes. Considérez la possibilité de réveiller le patient si le problème apparaît dès l'induction. Considérez l'indication d'intubation. Une trachéotomie chirurgicale peut être indiquée si le patient n'est ni ventilable ni intubable. B. Le patient respire-t-il de manière adéquate? Regardez, écoutez, sentir. Les mouvements du thorax et le volume courant sont-ils adéquats? Auscultez les deux poumons. L'auscultation est-elle symétrique? Le murmure vésiculaire est-il normal? Y a-t-il des sibilants ou des bruits ajoutés? Les mouvements du thorax sont-ils symétriques? L'anesthésie a-t-elle entraîné une dépression respiratoire? Le niveau supérieur de la rachianesthésie n'est-il pas trop haut? Il y a de nombreuses situations cliniques où il existe une atteinte pulmonaire empêchant des échanges gazeux corrects, tels qu'un bronchospasme, des atélectasies, un pneumothorax, une contusion ou un édème pulmonaire. Les médicaments comme les morphiniques, une curarisation résiduelle ou une concentration élevée d'anesthésiques halogénés peuvent déprimer la ventilation. Un niveau supérieur de rachianesthésie trop élevé peut paralyser les muscles respiratoires. Si le patient ne respire pas bien, assistez la ventilation avec un volume courant correct pour expandre les poumons jusqu'à ce que le problème soit diagnostiqué et traité. Si vous avez le temps, une radiographie pulmonaire peut vous aider. Si la ventilation n'est pas adéquate, ventilez le patient à l'aide d'un masque facial, d'un masque laryngé ou d'une sonde d'intubation. Ceci traitera rapidement les problèmes liés aux médicaments ou à un niveau de rachianesthésie trop haut ou à des atélectasies.
Aspirer les sécrétions trachéales. Poser une sonde gastrique pour traiter la distension gastrique. Suspecter un pneumothorax en cas d'abolition du murmure vésiculaire d'un côté après un traumatisme, une pose de cathéter central ou un bloc plexique par voie susclaviculaire. Chez ces patients, la percussion du thorax est utile pour diagnostiquer un pneumothorax. En cas de pneumothorax, demandez une radiographie et posez un drain thoracique. Si le pneumothorax est suffocant et s'accompagne d'une diminution de pression artérielle, il faut l'évacuer d'urgence sans attendre la radiographie. C. La circulation est-elle normale? L'anesthésie est-elle trop profonde? Le niveau du bloc rachidien est-il trop haut? Le retour veineux est-il gêné par une compression de la veine cave inférieure, ce qui peut se produire avec un utérus gravide ou une compression chirurgicale? Le patient est-il en choc septique, en choc cardiogénique? En général, en cas de débit sanguin inadéquat, on voit sur l'oxymètre de pouls une disparition ou une réduction de l'onde pulsatile, ou bien on a de la difficulté à obtenir le signal. S'il y a un problème de débit sanguin, cherchez le pouls et des signes de vie, y compris un saignement actif du champ chirurgical. Prenez la tension artérielle. Vérifiez la perfusion périphérique et le temps de recoloration en périphérie. Vérifiez dans les bocaux d'aspiration et les champs chirurgicaux s'il n'y a pas eu de saignement excessif. Si la tension artérielle est basse, corrigez-la. Vérifiez les pertes sanguines. Remplissez, par voie intraveineuse, sérum physiologique ou sang selon l'indication. Pensez à mettre la tête en bas ou à relever les membres inférieurs ou à basculer sur le côté gauche la femme enceinte. Pensez aux vasoconstricteurs, éphédrine ou phényléphrine. Si arrêt cardiaque, commencez la réanimation et envisagez les causes réversibles. 4H, 4T. Hypotension, hypovolémie, hypoxie, hypothermie. Pneumothorax sous tension. Tamponnade cardiaque. Toxicité. Anesthésie profonde. Sepsis. Médicaments. Complications thromboemboliques. Par exemple, une embolie pulmonaire. D. Effet des médicaments. Les médicaments de l'anesthésie ont-ils été donnés correctement? Un surdosage en allotane ou en un autre agent volatile peut diminuer la force de la pompe cardiaque. Les relaxants musculaires peuvent diminuer la capacité respiratoire s'ils n'ont pas été antagonisés correctement en fin d'intervention. L'anaphylaxie entraîne un collapsus cardiovasculaire, avec souvent un bronchospasme et un rash cutané. Cela peut se produire lors de l'administration d'un médicament, de sang ou de soluté colloïde auquel le patient est allergique. Certains patients sont allergiques au latex. Si le problème est un effet des médicaments, identifiez le médicament entraînant l'effet indésirable, arrêtez son administration, renversez ses effets si besoin. En cas d'anaphylaxie, arrêtez l'administration de l'agent responsable, administrez 100% d'oxygène, perfusez du sérum salé isotonique en intraveineux en commençant avec un bolus de 10 ml par kilogramme, administrez de l'adrénaline, envisagez de donner des corticostéroïdes, des bronchodilatateurs et des antihistaminiques. E. L'équipement fonctionne-t-il normalement? Y a-t-il un problème dans l'administration d'oxygène aux patients? Le signal pulsatile de l'oxymètre est-il adéquat? S'il y a un problème d'équipement, vérifiez le circuit respiratoire et la sonde trachéale. Obstruction, déconnexion. Vérifiez que la bonbonne d'oxygène n'est pas vide. Vérifiez que l'extracteur d'oxygène marche. Vérifiez que les canalisations centrales d'oxygène de l'hôpital marchent. Changez le capteur de place. Essayez-le sur votre propre doigt pour vérifier son fonctionnement. Si l'équipement est défectueux, utilisez le ballon autogonflable et ventilez le patient à l'air ambiant, en attendant qu'un nouvel équipement ou de l'oxygène arrive. Si tout manque,
Une ventilation bouche à tube ou bouche à bouche peut sauver une vie. Il est important de traiter chaque élément de la séquence dans l'ordre. Après avoir passé en revue A, B, C, D, E, revérifiez-les jusqu'à ce que la situation du patient s'améliore. À retenir, si la SpO2 est inférieure ou égale à 94%, donnez 100% d'oxygène, ventilez manuellement, passez en revue ABCDE. Conclusion. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment marche un oxymètre de pouls et comment il peut vous aider à améliorer la prise en charge de votre patient anesthésié.